Bonjour, engager une transition audacieuse et sécurisée, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous à l'occasion de ces forums Mobilité Emploi. Je suis Bénédicte Ledelay et vous pourrez découvrir en voyant mon profil que j'ai aussi expérimenté des transitions professionnelles audacieuses que j'ai essayé de sécuriser. J'ai également accompagné des actifs dans ce projet en tant que DRH et donc je suis ravie de partager avec vous mes convictions et puis quelques éléments pratiques pour sécuriser les transitions audacieuses qui seront les vôtres. Oui, c'est tout à fait normal parce que il est légitime d'avoir envie d'oser dans sa carrière professionnelle, de prendre des risques, d'essayer d'explorer de nouveaux horizons. C'est tout à fait légitime, vous êtes le maître à bord de votre vie professionnelle. Mais il est tout aussi légitime de ne pas avoir envie de prendre des risques inconsidérés et d'essayer un peu de sécuriser ces transitions. C'est la raison pour laquelle nous allons essayer d'aller un cran plus loin pour essayer de trouver des réponses. C'est effectivement une question importante parce qu'il faut pouvoir préciser votre projet. Alors on peut avoir de multiples projets audacieux. Ça peut être audacieux parce que on n'a jamais initié une démarche de mobilité, ou alors qu'on a toujours procédé un peu de la même façon. Par exemple, j'ai toujours plutôt été encouragée par un supérieur, ou alors j'ai plutôt passé des concours, je ne me suis jamais mis dans une logique de recrutement peut-être un peu plus exposée. Ça peut être aussi parce que j'ai découvert un nouveau métier qui est très éloigné de mon expérience, mais que j'ai vraiment envie d'explorer, mais je sais que je n'ai pas d'expérience à mettre en avant, alors que je suis peut-être très expérimentée par ailleurs. Ça peut être aussi audacieux parce que j'ai un certain nombre de contraintes familiales, personnelles, et que je sens bien que c'est un élément à prendre en compte dans ma démarche. Et puis ça peut être aussi audacieux parce que finalement je n'y ai jamais réfléchi, mais j'en ai très envie, et donc il faut absolument aller une étape plus loin pour essayer de concrétiser ce projet. Alors là, tout de suite, attention, on s'arrête. Non, il n'y a pas des trucs et astuces, parce qu'en fait, l'orientation professionnelle, c'est quelque chose de très sérieux. C'est d'ailleurs l'objet de recherches en fait scientifiques. La question des carrières, la question des transitions professionnelles, ça fait l'objet d'études et de recherches, et ça fait aussi l'objet d'innovations, à la fois en termes de méthodes et en termes d'outils. Donc c'est important de sortir d'une idée reçue qui consisterait à dire qu'on peut faire de l'orientation professionnelle un peu en amateur, un peu comme je le vois comme ça, sans méthode, ou penser que finalement c'est une espèce de recette que certains ont mais que tout le monde n'a pas. Non, non, c'est l'objet de recherche, c'est l'objet d'innovation. Et par exemple, grâce à ces recherches, on peut avoir en tête que une transition professionnelle, elle s'articule autour de 3 grandes étapes et elle prend entre 3 et 24 mois justement en fonction de la nature de votre projet. Alors si on essaye par exemple de distinguer ces 3 phases, vous avez une première phase qui peut être très courte ou beaucoup plus longue, qui dépend un petit peu du contexte et qui est le mûrissement de votre démarche. Alors ça peut être parce que c'est une démarche que j'ai, mais qui est un peu le fruit d'un contexte. Je suis un peu contraint, j'ai des obligations qui m'obligent à changer, ou j'ai vraiment quelque chose qui remet en question un petit peu ma pratique, et donc là il va falloir que je digère ou que je mûrisse mon projet. Et là aussi, il y a un certain nombre de professionnels ou de techniques qui peuvent m'aider à faire ça. Ensuite, j'ai une deuxième étape qui est la conception et la validation de mon projet professionnel, où là j'essaye vraiment de trouver des pistes pragmatique, réaliste et réalisable. Et donc, il faut que je sache ce que je sais faire, il faut que je sache si ça correspond à la réalité du marché. Et puis, il y a une troisième phase qui est l'activation de mon projet professionnel. Et là, de la même façon, ça mobilise un certain nombre de savoir-faire, éventuellement d'outils, de démarches précises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à chacune de ces étapes, vous pouvez avoir des interlocuteurs, des outils, et qu'il y a même plein de choses qui sont assez innovantes pour vous accompagner sur l'ensemble de cette trajectoire. Donc ce qui est très important à prendre en compte, c'est que l'orientation professionnelle, c'est une compétence en soi et qu'il ne faut pas y aller
le nez au vent, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et c'est une compétence qu'il faut acquérir et c'est une compétence qu'il faut acquérir parce qu'on en a besoin tout au long de sa vie. C'est une des raisons pour laquelle on essaye de la développer le plus possible, y compris chez les jeunes, quand ils sortent d'école, quand ils sont en formation, parce que c'est une compétence qui leur servira toute la vie. Mais on peut l'apprendre à n'importe quel moment de sa carrière. En fait, les deux sont importants. Parce qu'il faut que je me connaisse, il faut que je fasse un peu ce travail sur moi pour préciser finalement quelle est l'énergie, quel est aussi l'engagement ou les efforts que je suis prêt à fournir pour atteindre les objectifs ou pour clarifier mes objectifs. Donc il faut que je commence par effectivement en partie commencer ce travail d'introspection, mais il faut tout autant que je travaille sur la compréhension du marché. Parce que finalement, mon projet professionnel, c'est pas quelque chose de théorique, c'est ma trajectoire vers un emploi, vers une activité précise. Et donc c'est très important que dès le départ, je prenne en compte la nécessité de bien passer mon temps à être à l'écoute du marché et à comprendre si ce que je suis en train d'élaborer en moi-même va trouver un écho, parce que l'objectif, c'est que votre projet se concrétise, pas que ça reste un plan. On veut construire votre projet. Et justement, dans ce sens-là, il faut lutter contre certaines idées reçues. Parce qu'on peut avoir un certain nombre d'idées sur le marché ou sur la façon dont ça se passe, une transition professionnelle. Alors ma première recommandation, ce serait de commencer à investiguer de vraies histoires autour de vous. Parce que pour les transitions professionnelles, comme sur beaucoup de sujets, on a beaucoup de belles histoires, ce qu'on appellerait aussi du storytelling. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome du bon élève. Vous savez, celui qui vous explique toujours qu'il n'a pas du tout travaillé pour réussir son examen, et puis vous découvrez après qu'en fait, bah oui, il a travaillé comme tout le monde. Donc c'est extrêmement important de regarder autour de vous et d'interroger des personnes de confiance sur la façon dont ils ont effectivement géré leur transition professionnelle. Le temps que ça leur a pris, les doutes qu'ils ont eus, les appuis sur lesquels ils ont pu compter, pour vous faire une idée plus réaliste de cette démarche si vous ne l'avez jamais entreprise. C'est important aussi d'aller regarder, peut-être par exemple sur les réseaux sociaux, le profil des gens qui ont atteint peut-être le poste que vous pensez vouloir atteindre, pour regarder aussi quel a été un petit peu leur parcours avant, et vous faire une idée, c'est toujours le même sujet, plus réelle, plus concrète de cette démarche qui est tout sauf théorique et qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et puis ce qui est très important, puisqu'on parle de la connaissance du marché du travail, c'est que finalement, l'ultime étape, ça va être un recrutement. Et quand on essaye de sécuriser une transition professionnelle audacieuse, finalement, peut-être le conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'il faut vous mettre à la place du recruteur et penser qu'il faut le sécuriser aussi. C'est-à-dire que si votre projet est audacieux, parce que vous voulez découvrir un métier qui est assez éloigné de votre expérience professionnelle, par exemple, il faut que vous vous demandiez à la place du recruteur, finalement, pourquoi je prendrais le risque, d'une certaine façon, d'aller faire confiance à quelqu'un qui ne me rassure pas sur tout un tas de plans. Et donc c'est ce que je vous propose d'essayer d'investiguer un petit peu. Alors sécuriser le recruteur, c'est extrêmement important. Alors comment est-ce que je peux sécuriser mon recruteur ? Déjà, il y a 2-3 choses auxquelles on peut évidemment penser, c'est est-ce que je suis un peu au clair sur le processus lui-même de recrutement ? Vous savez qu'un processus de recrutement, c'est une expertise ressources humaines et c'est quelque chose qui a tendance à évoluer. On améliore toutes nos pratiques. Dans votre métier, vous passez votre temps à évoluer. La pratique RH aussi. Donc, il ne faut pas être surpris et donc il faut regarder finalement quelles vont être les étapes de sélection ou d'évaluation, parce que c'est aussi un bon indice sur ce que le recruteur essaye de valider comme étape, puisque finalement, ce que cherche le recruteur, c'est un recrutement réussi. Donc le sujet n'est pas de savoir si il va avoir le courage ou pas de vous faire confiance. Il faut que vous vous mettiez à sa place en disant qu'est-ce que je chercherais pour finalement être convaincu par ce candidat qui est peut-être atypique, qui correspond peut-être pas à l'image que je m'étais faite en essayant de reproduire le même recrutement que celui que j'avais fait avant. Mettez-vous à la place du recruteur. Si j'ai un profil qui ne correspond pas à ce que j'ai l'habitude de recruter, il y a de fortes chances que je cherche des réassurances.
Et donc, ce que je vais très probablement faire, c'est faire ce que l'on appelle une prise de référence. Donc, ma prise de référence, c'est que je vais aller solliciter vos employeurs précédents pour qu'ils me fassent un retour sur la façon dont vous avez tenu votre poste et puis peut-être sur les compétences qui me seront nécessaires et que vous avez déjà déployées dans un autre contexte professionnel. Et donc cette partie-là, vous pouvez déjà la sécuriser. C'est-à-dire que quand vous prévoyez votre transition professionnelle, demandez-vous que pourrait dire mon manager ou tel collègue sur ma façon de travailler. Ce qui signifie que le jour où on va me demander des références, est-ce que j'aurai tout de suite en tête les personnes que je vais solliciter et est-ce que j'aurai pensé à les prévenir? Et puis c'est toujours intéressant dans cette démarche d'aller demander aux uns et aux autres comment ils nous perçoivent. Parce que c'est aussi un élément important quand vous allez essayer de convaincre un recruteur de vous donner votre chance. Une autre façon de sécuriser votre transition pour un recruteur, c'est finalement peut-être de prévoir des étapes. Vous, par exemple, si vous changez assez radicalement de contexte d'emploi, de domaine d'activité, vous pouvez difficilement demander à un recruteur qu'il vous fasse, comme ça, a priori, confiance à 100% sur tous les domaines. Par contre, vous pouvez lui dire, peut-être qu'on pourrait essayer, je prends un exemple comme ça, ne me donnez pas tout de suite le poste de directeur général, mettez-moi en position d'adjoint et vous allez voir ce dont je suis capable. Mais ça, c'est valable à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire, si je veux intégrer un nouveau domaine d'activité, peut-être que mon premier saut ne sera pas exactement mon poste cible, mais il faut que j'imagine une trajectoire qui ne perd pas de vue mon objectif, mais qui sécurise finalement des stades intermédiaires. Donc je fais des petits sauts, ce qui fait qu'au lieu de faire une transition audacieuse parce qu'il y a un grand écart, finalement, je le fais en plusieurs étapes. Et quand vous regarderez l'expérience des personnes que vous aurez interrogées, on en parlait tout à l'heure, vous verrez que c'est très souvent comme ça que s'opèrent les changements un peu très importants ou perçus comme tels par le marché. Qu'est-ce qu'on entend par technique d'insertion dans l'emploi ? Ces techniques, c'est savoir faire son CV, préparer un entretien, rédiger une lettre de motivation. Tout ça, c'est très important. Mais on l'a vu, ce sont des techniques qui doivent se mobiliser en fonction de l'objectif que l'on a mûri et des cibles que l'on a identifiées. Donc oui, c'est très important de les acquérir et de les développer, mais ça n'a de sens que dans un projet plus large qu'il faut mûrir et qu'il faut cadencer. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas commencer par se ruer sur la mise à jour de votre CV, même si c'est très important et c'est une des premières étapes, mais bien déjà prendre conseil pour être au clair sur ce que vous voulez faire, quel est l'investissement que vous allez donner pour justement ne pas perdre votre temps éventuellement à aller développer des compétences dont vous n'aurez pas besoin parce que vous avez d'autres choses à faire. Alors oui, le réseau, c'est important. Mais le réseau, c'est important pour une bonne raison. La mauvaise, ce serait de dire finalement, les dés sont pipés, tout est fait par réseau. Parce que là, ça sous-entendrait qu'il n'y a plus rien à faire et que engager une démarche structurée avec des méthodes ne sert à rien. C'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le marché du travail, c'est un marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché ? C'est un réseau de personnes et d'informations. Et par principe, tout le monde n'a pas toute l'information au même moment. Ça ne veut pas dire qu'on la cache, mais quand vous êtes recruteur, vous n'êtes pas toujours certain à 200% d'être très au clair sur ce que vous cherchez. Donc oui, c'est très important de travailler et de prendre en compte cette notion de réseau. La bonne nouvelle, c'est que développer et utiliser son réseau, ça s'apprend. On commence pas par aller voir tout le monde en disant je sais pas trop ce que je vais faire parce que finalement vous allez d'une certaine façon griller des options que vous avez en donnant l'impression que vous n'êtes pas clair sur votre projet. De la même façon, le réseau, ça sert à comprendre justement les hésitations que peut avoir un recruteur si vous arrivez vraiment avec un profil atypique. Donc oui, le réseau, ça sert à préciser ça, mais ça ne doit pas être la bonne excuse pour dire finalement, si ça ne marche pas, c'est que j'ai pas de chance. Alors, parler de votre projet de transition professionnelle à votre hiérarchie, c'est pas forcément nécessaire dès le départ. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'êtes pas au clair sur votre projet, elle n'est peut-être pas forcément la mieux placée pour vous aider.
Et si vous avez un projet extrêmement précis qui a pour finalité de vraiment changer de domaine, elle ne va pas pouvoir vous aider au-delà de sa sphère et de son propre domaine. Donc, il n'est pas nécessaire de se cacher, mais il peut être nécessaire d'essayer d'y réfléchir d'une certaine façon à côté, le temps de mûrir votre projet, et ensuite d'en faire part à votre hiérarchie. Alors ce pas de côté, vous pouvez le faire avec des conseillers mobilité carrière à l'intérieur de votre ministère, mais aussi avec des conseillers mobilité carrière interministériels, et puis justement en utilisant les outils ou les dispositifs qui sont mis à votre disposition par la DGAFP par exemple, pour vous poser les bonnes questions avant de revenir vers votre employeur. Et puis il ne faut pas être surpris que votre employeur soit pas forcément en mesure de vous accompagner jusqu'au bout si votre projet est très éloigné de son domaine. C'est-à-dire qu'une organisation, elle a d'abord comme objectif de répondre à ses priorités. Si vous êtes un talent clé, et je suis sûre que vous l'êtes, votre employeur a d'abord comme objectif, normalement, de vous convaincre de rester. Pour autant, vous pouvez avoir envie de faire autre chose. Mais il ne va pas falloir lui demander de vous aider alors que lui, son intérêt et son souhait le plus profond, c'est que vous restiez. Donc il faut être cohérent. Pour autant, vous n'êtes pas seul quand vous vous lancez dans une démarche de transition professionnelle. Puisque, vous l'avez vu, vous pouvez avoir un certain nombre d'interlocuteurs pour vous aider à mûrir votre projet, pour vous apporter des techniques, des méthodes pour structurer votre démarche. Et puis, d'une façon plus générale, une démarche de transition professionnelle, ça ne se fait en réalité jamais seul. D'abord parce que vous avez vous-même un contexte familial, social, et puis parce que le regard des autres est très important puisque vous êtes sur un marché. Et donc vous pouvez avoir un certain nombre de démarches qui sont en fait collectives, où vous vous inscrivez dans un collectif pour travailler finalement ensemble sur ce projet. Et donc en fonction de votre préférence, n'hésitez pas aussi à aller sur ce type de démarche parce que ça peut être très, très intéressant. Donc pour résumer, l'essentiel, c'est de ne pas se faire de fausses idées sur le marché et sur le degré d'amateurisme que l'on peut mettre dans la démarche. Ensuite, il faut penser à se sécuriser, mais à sécuriser aussi le recruteur. Il faut essayer d'être assez au clair sur ce que l'on cherche et surtout garder de l'énergie et de l'envie parce que finalement, une transition professionnelle, c'est votre projet.